Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre pour M Magazine et M Télé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de poser nos questions à M. Amir Kadir, chef du parti Québec solidaire, l'un des partis de l'opposition ici au Québec. Donc, allons-y. Monsieur Kadir, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir à votre bureau de comté. Ça me fait grand plaisir. Merci d'être venu, vous êtes déplacé. Merci. Alors, si vous le permettez, on commence les questions avec ma collègue Christiane Dupont. D'abord, je veux vous demander, mais je le sais, mais bon, pour le bénéfice de nos auditeurs, vous êtes né en Iran, c'est ça? Oui, j'avais 10 ans quand je suis arrivé à Montréal, donc je suis d'origine iranienne. Je suis né à Téhéran et quand nous sommes arrivés en 71, nous sommes arrivés un an après mon père, en compagnie donc de ma mère et mon jeune frère qui est 3 ans plus jeune. Ma sœur qui avait 1 an au moment où on a immigré, on l'a laissé en gage à mes grands-parents parce que tout ça devait être très temporaire. On était venus pour quelques années. Et puis, finalement, 40 ans plus tard, nous sommes toujours ici. Okay, donc, vous avez fait venir votre plus tard par la suite. Okay. Bon, ma jeune sœur. Votre jeune sœur. C'était votre jeune frère qui est arrivé avec vous? Oui. Ma mère, moi-même et mon frère, on est arrivés en 71. Mon père était arrivé en 70. Okay. Et puis, quelques années plus tard, ma sœur est arrivée ici. Okay. Est-ce que, pourquoi votre famille a décidé de venir vivre au Québec? D'abord, est-ce que c'était votre premier choix? C'était le choix de mon père. Comme vous savez, dans les familles traditionnelles, c'est souvent, c'était le cas ici au Québec, c'était le cas aussi en Iran à l'époque, même si mes 2 parents étaient tous les 2 enseignants, on comprend bien que sur ces enjeux-là, habituellement, l'initiative est prise par les hommes, enfin à l'époque. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé, pas autant parce que ma mère ne voulait pas sortir, mais disons sur la séquence des choses, mon père a pris l'initiative un peu pour bouger. Il voulait d'ailleurs sortir de l'Iran bien avant ma naissance, donc 10 ans plus tôt, mais il avait maille à partir avec des autorités du régime très autoritaire de l'Iran qui ressemblait à bien des écarts à ce que la Tunisie et l'Égypte ont connu depuis les 30 dernières années avec Ben Ali et Moubarak, c'est-à-dire un régime avec une police politique excessivement efficace qui quadrillait la vie des gens. Donc c'était suffocant pour des gens qui avaient aspiré à un peu de liberté, un peu de démocratie. Et mon père surtout était très opposé aux pratiques qui avaient cours à l'époque où il fallait que tous les gens de la fonction publique fassent des passe-droits aux 1000 familles, comme on les appelait, ou aux gens proches des militaires. Et en refusant ces compromis-là, il avait été mis sur des listes noires. Donc ça lui a pris un certain nombre d'années à pouvoir sortir de l'Iran. Il a finalement réussi en pistonnant des amis qui travaillaient au ministère des Affaires intérieures qui délivrait des passeports. Donc d'enlever son nom de la liste noire, il a réussi à obtenir un passeport et on est sorti de l'Iran comme ça. Pourquoi le premier choix de mon père était le Québec? C'est parce qu'il était francophile, depuis toujours. D'ailleurs, j'ai toujours le dictionnaire qu'il a eu dans l'enfance, à l'école secondaire, et qu'il garde, une vieille relique, donc des années... Un francophile? Oui, un francophile, oui. Oui, parce qu'en Iran, avant, disons, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que petit à petit, il y a eu une transition, parce que les Américains se sont installés. Puis la langue seconde enseignée dans les écoles secondaires est devenue l'anglais. Auparavant, même c'est les Britanniques qui avaient le plus d'influence sur les affaires de la cour. C'était quand même le système d'éducation français qui avait été emprunté au début du XXe siècle. Donc c'est le modèle français qui avait été appliqué donc 12 ans, 6 ans, 6 ans, etc. De sorte que c'est le français qui était la langue seconde qui était enseignée jusqu'à la fin des années 40, je crois. Très bien. Donc, tout ça pour dire que... mon père voulait aller dans un pays francophile et Montréal, c'était parfait. D'ailleurs, je me rappelle très bien, avant qu'il parte, j'avais 9 ans au moment où il est parti, il m'avait confié qu'Amir, je m'en vais à un endroit où il y a des gratte-ciels comme à New York,
mais étrangement, les gens parlent en français. Comme si ces deux choses-là, gratte-ciel et français, ne pouvaient pas être, étaient incompatibles, sauf exceptionnellement. Ouais. Puis c'est vrai qu'en France, par exemple, dans les années 60-70, il n'y avait pas de gratte-ciel. Et qu'est-ce que votre père a fait en arrivant à Montréal? Est-ce que... Il venait ici pour étudier, OK. mais quand il est venu ici, il a été happé par la politique. Parce qu'il y avait une incroyable ébullition chez les étudiants iraniens vivant à l'étranger dans le mouvement démocratique pour contrer le régime despotique du Shah. Il y avait une confédération internationale d'étudiants qui était très forte d'ailleurs, qui organisait des manifestations assez massives en Europe surtout, qui s'appelait la Confédération internationale des étudiants iraniens, qui avait des chapitres un peu partout dans les villes européennes, dans les villes américaines et aussi à Montréal. OK. Donc ces gens-là se sont très rapidement mis à être très actifs. Donc les études, c'est devenu un peu secondaire. Donc il a été dans le militantisme et ensuite il a commencé à travailler pour gagner la croûte de sa famille qui venait d'arriver. Donc il n'a jamais pu mener à bien son ambition de mener des études plus poussées en mathématiques. Il était licencié de mathématiques, donc il avait un premier cycle de mathématiques, il devait faire une maîtrise, une doctorat, mais ça a pris le bas, la politique a pris le dessus. Est-ce que vous-même, vous êtes déjà retourné en Iran? Oui, donc quand on est venu pendant les premières années à cause de l'activité de mes parents, parce que ma mère aussi s'est impliquée, on ne pouvait plus retourner dans le temps du Shah, mais dès que la révolution est survenue, avec enthousiasme, pensant qu'on en avait fini avec la dictature, tout le monde est retourné, y compris moi-même, même un mois avant que mon cégep finisse. Tous mes professeurs ont été très, de cégep du Vieux-Montréal, ont été très collaborateurs, là, ont été très compréhensifs et ont permis que je passe mes examens. Parce que je me contenais plus. Alors, j'ai fini mon cégep un peu plus tôt, puis je suis retourné en Iran, je pense, vers le milieu du mois d'avril. En fait, j'aurais même retourné plus tôt s'il y avait des places de libre, parce qu'il n'y avait plus de places de libre sur les avions. Ah oui? Et c'était tout booké. OK. Ça, c'était quelle année? En 79. OK. C'était avant Février 79, c'était la Révolution. J'étais déjà impliqué dans le mouvement étudiant ici. Moi-même, j'organisais des manifs et tout ça, là. Et en avril 79, je suis retourné. D'ailleurs, je suis tombé sur un article que j'avais écrit à l'époque qui m'ont sorti, là. Ça, c'est la presse du 20 novembre 78, le drame iranien. C'était avant la chute du régime. J'expliquais un peu dans la presse ce qui se passait et tout ça. Mais depuis, est-ce que vous êtes retourné? Oui, je suis retourné donc durant tout l'été 79, je l'ai passé là-bas. J'étais impliqué avec donc ceux qui remettaient déjà en question le pouvoir des mollahs, parce que malheureusement, très rapidement, le clergé, de manière hégémonique, a commencé à écarter couche par couche toutes les différentes, courants de l'opposition qui avaient, dans le fond, contribué au renversement du régime du Shah de manière beaucoup plus importante que le clergé lui-même. Mais le clergé a pris la direction et a, en quelque sorte, récupéré le soulèvement populaire. Mais je suis sorti donc de l'Iran vers la fin du mois d'août pour venir commencer mes études de physique donc à l'université, ici à l'Université de Montréal. Et comme la situation s'est très rapidement dégradée et que je faisais partie de l'opposition au clergé, ben pendant les prochaines années, ça a été le même problème, on n'a pas pu retourner. Surtout que je suis devenu associé avec le courant le plus, le plus craint par le régime de Khomeini. C'était le courant des Moudjahidines, c'était une opposition de gauche, mais qui se réclamait de l'islam. Donc là, on le tolérait, c'était une Moudjahidine du peuple. Ce qui fait que je n'ai pas pu retourner pour 22 autres années. Nous, on pensait que maintenant, ça y est, le Shah est tombé, on va pouvoir retourner à tous les 2-3 ans ou à chaque année. Mais cette fois-ci, l'exil a été plus long. Donc, je ne suis retourné finalement qu'en 2001, en compagnie de mes 3 enfants. Ma dernière des 3 filles avait 6 mois quand on est retourné, moi, mon épouse et toute la famille. Et surtout, on s'est permis de retourner en 2001, l'été 2001, parce que j'avais déjà été candidat pour le Bloc québécois. J'avais commencé à acquérir un peu de notoriété. J'avais fait une mission pour Médecins du Monde en Afghanistan qui avait fait parler de moi un petit peu. Puis cette espèce de notoriété publique
me faisait croire que j'avais une certaine protection. On a testé le terrain, on s'est informé, puis on s'est aperçu que si on y va dans un contexte familial et pour le tourisme, là, c'était possible. Donc, et rappelez-vous, à l'époque, ça faisait déjà 4 ans que Khatami était au pouvoir, le président un peu réformateur qu'il y avait avant Ahmadinejad. Donc, finalement, il y avait suffisamment de garanties pour savoir qu'on pouvait retourner sans être menacé. Donc, on est retourné, moi après 22 ans, mon épouse après 18 ans. OK. Voilà. Parce qu'elle était allée... Non, elle était née en France, elle avait vécu en bas âge ici, puis elle était retournée vivre 10 ans à peu près, entre l'âge de 7-8 ans et 17-18 ans en Iran, avant de revenir. Puis elle était sortie pour des motifs politiques aussi, parce qu'elle militait aussi contre le régime de Khomeini. Okay. Elle était jeune, elle était dans la gauche iranienne qui remettait en question le pouvoir des religieux. Okay. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est connus ici, puis on a décidé de vivre ensemble. Et donc, les mêmes motifs qui m'empêchaient d'aller en Iran empêchaient aussi Nima de retourner. Okay. Mais en 2001, on a pris une chance. En 2005, je suis retourné une autre fois, durant l'été. Mais rappelez-vous qu'en 2005, en fait, quelques semaines après notre visite, c'était les élections. Ahmadinejad est venu au pouvoir, puis depuis ce temps-là, on n'a pas pu remettre les pieds. Est-ce que vous avez toujours de la famille qui vit là-bas? Oui, des cousins, ma tante du côté paternel, beaucoup de tantes du côté de ma mère. Ok, d'accord. Vous êtes microbiologiste de formation? Oui, j'ai étudié en médecine ici au Québec et j'ai fait une spécialité en microbiologie médicale et en maladies infectieuses. OK. Et vous pratiquez... à l'hôpital Le Gardeur. C'est C'est un hôpital dans le sud de la Naudière. Oui, j'ai mon beau-frère qui travaille là. Vous avez fait vos études donc au cégep du Vieux? Oui, ensuite à l'Université de Montréal en physique, ma maîtrise en physique à McGill, puis après j'ai fait de ma médecine à Laval. OK. C'est un long parcours, hein? Oui, mais c'était fabuleux. Ouais, vous avez C'était la passion. Non, parce que c'était intéressant. Je veux dire, vraiment là, quand on y regarde, un système d'éducation payé à même la contribution de nos travailleurs, de notre peuple, qui à la sueur de son front, paye des impôts, puis offre une éducation de très grande qualité, on serait fou comme jeunes de s'en priver. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas les gens qui ne font pas tout pour y aller. D'accord? Et c'est ça qu'il faut se réapproprier collectivement. Heureusement, j'ai eu des parents puis des conditions dans lesquelles j'ai vécu où on m'a intéressé, puis j'en ai usé, puis j'en ai peut-être même abusé. Donc, j'ai fait... Je suis sauté sur des occasions pour bénéficier de ce système d'éducation qui est à notre service, qui est justement là pour ça, pour qu'on aille le plus loin possible. Et parce que je pense que ceux qui font ça, et la vocation de l'université, c'est qu'un jour, tout ça retourne à la société. Et donc, en fait, si vous devez retenir une chose de notre entrevue, c'est que les jeunes s'en donnent à cœur joie le plus longtemps possible et le plus possible dans nos universités. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Ce n'est pas une dépense, c'est vraiment la création de la richesse dans le sens le plus noble et le plus efficace du terme. Vous disiez tantôt, je retiens que vous aviez été candidat du Bloc québécois. Oui. C'est comme ça que vous êtes arrivé en politique? Oui, dans la politique, si vous voulez, plus institutionnelle, parce que, comme je vous ai dit, même depuis que j'étais jeune, j'ai toujours fait un peu de politique, de contestation. Donc, vous avez mentionné que vous aviez fait de la politique Oui. contestation, tout ça, mais par la suite, quand vous étiez candidat pour le Bloc? Mais la situation qui est, d'ailleurs, ça recoupe, je dirais, un sujet qu'on veut aborder ensemble. Rappelons-nous que à l'entour de 95, puis le référendum, il y a eu des propos qui ont eu un retentissement considérable sur la société québécoise de différentes manières. Vous parlez de quel référendum? De 95. Il y a eu d'abord les propos de M. Parizeau. Ensuite, dans la foulée de ça, le mouvement souverainiste s'est trouvé... Rappelons-nous que M. Parizeau, en quelque sorte, a donné sa démission à cause de ça, avec ces propos qui lui ont été reprochés et qui ont eu des interprétations multiples dans les débats sociaux dans les années qui ont suivi. Ensuite, quelques leaders souverainistes comme M. Landry ont fait quelques faux pas, un peu de la même nature, qui mettaient mal à l'aise une partie du mouvement souverainiste très ouvert, depuis toujours, qui a œuvré à intégrer les immigrants. Donc, au Bloc québécois, il y a eu une
réflexion alentour d'un philosophe du nom de Michel Seymour qui enseigne à l'Université de Montréal. Michel Seymour faisait partie du Conseil de relations internationales, ou enfin Conseil, des relations. Montréal, le crime? Non. À l'intérieur du bloc, il y a un Conseil de relations multiculturelles, j'ai oublié le nom. Bref, un groupe de réflexion pour les liens avec la diversité. Okay. Ils ont commencé une réflexion pour se dire, est-ce que, parce qu'on a une définition de nous-mêmes comme Québécois, qui peut être rattachée à nos liens historiques, nos origines uniquement, on peut de différentes manières concevoir notre appartenance au Québec. Jusqu'à la fin des années 90, cette appartenance, pour la plupart des gens, se tissait alentour de la langue, bien sûr, mais aussi aux origines canadiennes-françaises, catholiques, d'accord? Or, notre société a bien évolué par rapport à la fin des années 50, début de la Révolution tranquille, où on a commencé à même définir la notion de québéquitude. Hein? On est sorti du canadien français pour devenir québécois. Donc le Bloc voulait réfléchir et pour trouver les bases d'une appartenance qui soit plus citoyenne que ethnique. Il voulait sortir, autrement dit, l'identification au Québec de sa base ethnique, ethno-linguistique unique, pour l'asseoir sur la base d'un certain nombre de principes civiques. Et Michel Seymour et sa gang ont commencé à parler donc d'une appartenance civique ou d'une appartenance au Québec qui soit définie sur une base civique, un nationalisme civique qui se définit comme suit, c'est-à-dire qu'on reconnaît notre territoire, la langue française comme au centre de notre identité, mais ensuite le reste de notre identité repose sur nos consensus sociaux, sur un certain nombre de valeurs, l'égalité homme-femme, la laïcité de l'État, etc., etc. L'État québécois comme vecteur et comme acteur du développement économique. Puis pour joindre la parole à l'action, les gens du Bloc québécois ont décidé que, bon, pour les prochaines élections, ils allaient faire des efforts particuliers pour intégrer des immigrants dans leur rang et pour les présenter lors des élections. Fait qu'ils ont fait des démarches, puis à travers certains de leurs liens, ils sont tombés sur moi. Et alors, il y a des gens de la communauté arabo-musulmane qui m'ont approché, qui avaient entendu parler de mon action dans le cadre des mouvements anti-guerre, contre les sanctions contre l'Irak, etc. Et comme parce qu'on n'est pas beaucoup d'immigrants qui maîtrisent bien le français et qui sont souverainistes, ben, bon, comme on savait je sais pas, dans ces milieux-là que j'étais souverainiste, ils sont venus me chercher. Et moi, j'ai accepté de me présenter pour le Bloc. Je pensais qu'il fallait dire oui à une initiative d'ouverture. Il fallait le laisser, c'est-à-dire répondre positivement. Alors, j'ai accepté de devenir candidat. C'était en 2000, novembre 2000, dans le comté d'Outremont. OK, d'accord. Puis par la suite, vous avez créé le... Non, déjà en 90, ça c'est sur la scène fédérale, oui. OK, Bloc québécois. Déjà depuis 97, on était plusieurs centaines de militants politiques ou des réseaux, de différents réseaux. Il y avait des réseaux là-dedans féministes, il y avait des réseaux écologistes, des syndicats, des gens syndicalistes ou des gens qui venaient des milieux altermondialistes ou mouvements anti-guerre comme moi, qui s'étaient réunis à l'appel de l'autre journal de Pierre Dubuc et de différents milieux progressistes comme ça. C'était en novembre 97 pour qu'on se regroupe pour réfléchir à une alternative politique. Ça s'est appelé le Rassemblement pour une alternative politique, novembre 97. Puis dès ce temps-là, on pensait à la création d'un parti à la gauche du PQ. Parti indépendantiste, mais qui reconnaissent le fait que ça ne marche plus avec le PQ. Là, c'est devenu un parti de centre et même de centre-droit. Donc ça couvait déjà. Ça, c'était sur la scène du Québec. Rappelez-vous, à l'époque, c'était Bouchard à la tête du PQ. Hein? Bouchard, c'était un conservateur. Il n'osait même pas dire qu'il était un sociodémocrate. Même au congrès du PQ, il disait « Moi, je suis plus démocrate social. » Comprenez-vous? Donc, vraiment, le PQ a glissé vers la droite à partir de ces années-là. Donc, moi, j'ai accepté l'invitation du Bloc québécois, mais n'empêche qu'on travaillait quand même sur la construction d'une nouvelle alternative de gauche. Okay. En 2001, il y a eu une élection partielle ici, donc je les ai appuyés. Puis en 2002, l'été 2002, on a fondé l'Union des forces progressistes. Et puis plus tard, l'Union des forces progressistes, avec d'autres courants qui venaient des mouvements sociaux, ont formé en 2006 Québec solidaire. Okay. Comment vous voyez votre rôle de député, M. Kadir? Ben, très exaltant, très stimulant. Et les gens sont vraiment, je pense, aussi très reconnaissants. En fait, dans la position que je suis, parce que je n'ai pas le pouvoir, hein,
par définition, je ne peux pas avoir commis de graves fautes avec de graves... Donc, c'est assez... Je le reconnais parce qu'il faut quand même être, je pense, honnête et dire que dans le rôle de l'opposition, on a quand même une tâche plus facile que si on exerce le pouvoir. Mais je pense, au-delà de ça, les gens sentent aussi que Québec solidaire apporte un vent nouveau, quelque chose qui est différent, une manière différente de penser la société, d'agir sur le plan politique. Les gens aiment la liberté qu'on prend, par exemple, de s'attaquer aux icônes. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ma question hier à l'Assemblée nationale. J'ai demandé si, oui ou non, il faut que M. Bouchard nous réponde, est-ce qu'il nous a induit en erreur? Oui. Bon, et pour beaucoup de gens, c'était choquant. M. Charest s'est même levé pour dire de quel droit vous permettez-vous de critiquer un ancien premier ministre. Mais nous, on s'autorise. L'ancien premier ministre, s'il veut jouir de la confiance de la population, s'il veut jouir du respect qu'on doit à ses fonctions passées, il doit lui-même respecter sa fonction et ne pas devenir un peddler, quelqu'un qui accepte n'importe quel mandat. Et comme il vient d'accepter maintenant le rôle de négociateur pour une industrie hautement questionnable, l'industrie des gaz de schiste, hein, on remet ça en question. Donc, dans ce contexte-là, je pense que je vois mon rôle d'abord comme le rôle de quelqu'un qui doit offrir aux citoyens qui ne retrouvent pas dans la classe politique traditionnelle quelque chose qui satisfait leur attente, de dire, bien, il y a d'autres alternatives. Vous n'êtes pas condamné à voter ou à choisir les vieux partis. Maintenant, en politique, comme n'importe quelle démocratie évoluée, on n'est pas condamné à choisir juste entre deux choix. Parce que pendant longtemps, le système actuel nous a condamnés à choisir entre 2 et 3. Mais nos sociétés sont beaucoup plus complexes, sont beaucoup plus diversifiées qu'il y a 100 ans, 200 ans, quand ces modèles démocratiques ont été pensés. Donc, nous, on participe à la modernisation, à l'évolution de notre culture politique pour qu'on sorte, si vous voulez, de ce modèle traditionnel où on choisit juste entre deux partis qui se changent le pouvoir. Je pense que mon collègue a quelque chose à vous dire. Oui, j'ai des questions plus portées un peu sur l'actualité. D'accord. Bon, d'abord, le Québec solidaire jouit d'une très bonne visibilité, en grande partie grâce à vous. Les sondages le disent. Alors, comment Québec solidaire peut capitaliser sur la sympathie des Québécois pour pousser le parti donc au devant de la scène politique québécoise? Ben, comme on dit en bon québécois, et vous l'avez sûrement entendu, on a encore des croûtes à manger. C'est-à-dire qu'il faut quand même considérer que les gens, avant de... comme le fait de voter, surtout pendant longtemps, pour des partis qui nous ont représentés, qu'on tisse quand même des liens, je dirais, affectifs parfois, des liens de loyauté. Changer de parti, c'est pas une chose très facile. Oui. Peut-être moins pour les jeunes, c'est sûr que leur opinion politique, leurs choix politiques sont moins cristallisés, mais on voit souvent chez les personnes un peu plus âgées, surtout chez ceux qui l'ont fait avec conviction. Pas sur un coup de tête, mais avec conviction. Ils ont cru dans un appareil, dans un projet, puis qui ont voté pour le même parti pendant longtemps en espérant que cette énergie, cet appui donne quelque chose. C'est plus difficile de changer, même quand ils voient que ça ne marche pas, parce qu'ils ont toujours espoir que ça puisse s'améliorer. Oui. Et avant donc de choisir une alternative comme le nôtre pour Québec solidaire, il faut qu'on fasse nos preuves. Il faut d'abord qu'on démontre qu'on est capable de rigueur, qu'on est capable de s'occuper de plusieurs dossiers, qu'on n'est pas un parti juste d'un seul thématique, qu'on est capable autant de parler des questions environnementales, des questions économiques, des questions de société, comme des questions de culture ou d'intégration, tout ça. Donc, qu'on est capable d'embrasser l'ensemble des enjeux sociaux, puis ensuite qu'on est capable de leur présenter aussi des personnes, des leaders issus de la société qui démontrent des capacités, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas encore nos rangs. On connaît Françoise David, on connaît, mettons, François Saillant, on me connaît moi, à la limite quelques autres personnes. Mais on doit donc travailler un peu plus longtemps pour démontrer qu'on a dans nos rangs des gens de très grandes compétences, des économistes, des gens qui sont dans le milieu des affaires. Donc ça prend un certain temps. Et troisièmement, il faut qu'on gagne quelques comtés de plus que juste un comté ou deux. Parce que pour que dans la tête des gens, on s'impose comme une véritable alternative, c'est dans le mot, c'est-à-dire qu'on doit être capable de démontrer qu'on est capable de changer, alterner le pouvoir. Oui. Or, c'est pas avec 1 ou 2 députés. Donc, il faut que les gens se disent, ben, s'il faut que je vote pour Québec solidaire, il faut que ça vaille la peine. Il ne faut pas que je perde mon vote. Donc, il faut que ça soit vraiment un parti qui peut éventuellement prendre le pouvoir. Exact. On n'est pas rendu là. Et ça, je l'admets. J'espère que dans les 2 ans qui nous restent avant les prochaines élections,
j'aurais convaincu suffisamment de monde qu'on est une alternative valable pour qu'on ait peut-être aux prochaines élections 5, 6, 7 députés. Tout à fait. Et puis après, ben, tout est possible. Très bien. Et s'il y a une leçon à tirer de ce qui s'est passé récemment en Tunisie, puis même si les situations sont différentes, là, on n'est pas dans des dictatures ici, Oui, mais la leçon qui est quand même applicable, c'est qu'en politique, il n'y a rien de prévisible. absolument. Les choses peuvent paraître tout à fait stables, même stagnantes, bloquées, puis tout d'un coup, en politique, les choses peuvent bouger très rapidement. Ça s'est déjà passé au Québec. Entre le moment où Duplessis était là et il est parti, il s'est passé juste 2 à 3 ans. Exact. Au moment, en 1957, avant que le Parti libéral reprenne le pouvoir, ça faisait des années que Duplessis était là et il semblait immuable. Quand le Parti québécois est arrivé au pouvoir, en fait, plus tard, en 1976, personne n'aurait prédit, alors qu'ils étaient à 6-7 députés pendant deux élections précédentes, qu'aussi rapidement ils pourraient arriver au pouvoir. Autrement dit, en politique, parfois l'histoire s'accélère. Ouais. Il faut simplement qu'il y ait les bonnes forces présentes au bon moment. Et j'espère que Québec solidaire va être assez fort d'ici quelques années, si jamais cette opportunité d'évoluer la situation politique au Québec et de le métamorphoser se présente. Oui. L'un des points communs entre les soulèvements que connaît le monde arabe en ce moment et ma prochaine question, à savoir la pétition que vous avez déposée dernièrement à l'Assemblée nationale, c'est les réseaux sociaux. Donc, oui. Ça a joué un rôle. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Oui. Et donc, effectivement, il y a 247 379 Québécois qui ont signé. Et puis, est-ce que, ici au Québec, cette démarche-là est démocratique? Est-ce qu'elle est constitutionnelle? Et est-ce qu'il n'est pas plus une manœuvre politique de la part de Québec solidaire? Parce que le Premier ministre, M. Charest, n'y voit aucune contrainte, lui. Oui, d'abord, bravo pour avoir saisi les analogies. Moi-même, je n'avais pas fait le lien. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une manœuvre politique de Québec solidaire. Là. Oui. C'est sûr qu'à ce moment-là, si c'est nous qui avons fini par porter la pétition, c'est parce que les positions que nous avions prises dans l'année qui précédait recoupaient les demandes de la pétition. Les demandes de la pétition, c'était l'enquête pour la corruption, oui. Un moratoire sur les gaz de schiste et la question des tarifs qui étaient en hausse dans le dernier budget Bachand. Or, il n'y a aucun parti dans les partis de l'Assemblée nationale qui avait ces positions-là en même temps que nous. Oui. Donc, ce réseau social, ça a parti d'un Facebook, en fait, d'un site Facebook que ces gens-là ont créé, qui a connu un succès incroyable. Ils ont d'abord pensé à ce qu'il faut qu'on demande la démission de Jean Charest. C'était comme une espèce de petit soulèvement populaire à l'échelle du Québec, mais sur les réseaux sociaux. Puis c'est ensuite qu'ils se sont dit, mais maintenant, qui pourrait porter ça? Ils sont adressés au PQ en premier. Oui. Ils sont, je pense, même adressés à l'EDQ, mais ça, je peux me tromper, mais ils sont adressés au PQ, puis le PQ a refusé de porter cette... c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir. Donc, c'est pas nous qui sommes à l'initiative de ça. Donc, maintenant, est-ce que c'est légitime? Bien sûr que c'est légitime. Parce qu'on a créé, en fait, le fait de pétitionner le gouvernement, ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a 3 ou 4 siècles. Le fait de pouvoir pétitionner la Chambre des communes, ça date du, je pense, 17e ou 18e siècle en Angleterre. C'est-à-dire que des citoyens peuvent pétitionner leurs représentants pour leur demander de faire ceci et cela. Et maintenant, on l'a rendu électronique pour le rendre plus accessible. Tous les démocraties occidentales cherchent des moyens d'augmenter la participation des citoyens dans la vie publique. Donc, je ne vois pas pourquoi maintenant, parce que ça demande la démission du Premier ministre, on remettra en question la validité ou la légitimité de ça. Maintenant, est-ce que c'est le bon moyen en démocratie d'agir? Je suis obligé de croire que oui, parce qu'il y a des systèmes démocratiques dans lesquels il y a des pouvoirs de révocation. Si un député, un Premier ministre ne fait pas bien son travail, entre le début et la fin de son mandat, il y a certaines législations qui permettent un mécanisme où on peut rappeler. Évidemment, il y a des balises, d'accord? Ce n'est pas la pétition qui, à elle seule, peut faire ça. La pétition, c'est un message symbolique pour dire il y a un énorme mécontentement et beaucoup de gens pensent que le Premier ministre actuel ne respecte pas le cadre de son mandat. Ce n'est pas pour ces raisons-là qu'il a été élu. S'il n'est pas à l'écoute, son choix démocratique qui est devant lui, c'est soit d'accepter d'écouter ou démissionner. C'était ça le message.
sans penser que M. Charest allait nécessairement accepter, mais ça interpelle, comme vous dites, puis ça dit, ben, il y a quelque chose qui cloche dans la démocratie, qu'un gouvernement arrive avec une plateforme, mais au lieu de réaliser ça, il fasse autre chose, puis il n'écoute plus. Très bien. Juste une autre question avant de laisser la parole. C'est par rapport au soulèvement, pour y retourner, le soulèvement que connaît le monde arabe. Tout à l'heure, vous avez évoqué la révolution iranienne et vous avez parlé des mollahs qui ont récupéré le soulèvement populaire. Est-ce qu'il n'y a pas de risque à ce que ce schéma-là se reproduise dans le monde arabe? C'est sûr que les Iraniens sont les premiers à être craintifs de ce risque parce qu'on l'a vécu. Parce que ça s'est passé un peu comme ça. À la différence suivante, c'est qu'à l'époque, l'islam militant pouvait avoir beaucoup de prétentions et pouvait légitimement prétendre qu'il allait, je parle de l'islam politique moderne, qu'il allait assurer la démocratie, qu'il allait assurer la liberté, qu'il allait assurer l'émancipation économique, parce que ça ne s'était pas vu ailleurs. Hein? Il y avait pas. C'était le premier exemple d'un islam revendicateur politique moderne qui prenait le pouvoir. Et c'est pour ça que des jeunes comme moi à l'époque, qui étaient pourtant très radicales, très à gauche, on a embarqué là-dedans. On l'a appuyé. Parce que ça n'avait pas été testé, puis on a cru les gens qui portaient ce message. Ceux qui peut-être prémunissent un peu la Tunisie, l'Égypte ou les autres pays qui sont dans le contexte, c'est que non seulement il y a eu l'exemple iranien depuis ce temps-là, mais il y a eu l'exemple algérien, d'accord, où l'islam politique qui s'est approché du pouvoir a donné un terrible drame qui s'est appelé le GIA, hein, les groupes islamiques armés. Ensuite, il y a l'exemple du Hamas en Palestine, avec la négation des droits sociaux et les droits politiques des femmes. Et surtout, il y a l'exemple terrible de l'Iran. Puis ensuite, il y a eu l'exemple terrible, catastrophique des talibans en Afghanistan. Donc, l'ensemble de tout ça fait aujourd'hui qu'en 2010-2011, bien des sociétés savent les excès que ça peut donner. Et les jeunes, surtout, sont en rupture avec ça, sont déjà ailleurs, sont mieux informés que nous l'étions au même niveau à l'époque. Donc, moi, j'ai espoir que la triste expérience de l'Iran, l'expérience des talibans, l'expérience du GIA, tout ça, fasse en sorte que qu'on ne soit pas aussi crédule par rapport aux groupes musulmans fanatiques ou fondamentalistes qui sont mieux organisés que d'autres groupes politiques démocratiques dans nos pays. Mais à qui la faute s'il y a ce risque-là? La faute, c'est pas au mouvement démocratique, la faute, c'est pas au peuple arabe lui-même, la faute, c'est pas au peuple tunisien, algérien, la faute, c'est pas au peuple égyptien, la faute, c'est dans les pays occidentaux qui ont soutenu ces dictatures, qui ont éliminé tous les courants démocratiques, tous les courants progressistes, et qui ont laissé libre jeu à l'émergence de ces groupes islamiques. Je vous signale qu'entre-temps, il y a aussi le modèle turc. Donc, oui, en fait, le modèle turc, c'est un modèle mitoyen. C'est sûr que les partis pas fondamentalistes, mais islamistes turcs sont un peu plus modérés, mais eux aussi, s'ils ne sont pas sans contrôle, ça peut rapidement déraper. Heureusement, là-bas, il y a des éléments qui font en sorte qu'il y a un meilleur équilibre. Donc, ils s'offrent au moins un exemple, disons, un peu plus équilibré, où il y a une ouverture plus grande à la variété de l'expression des opinions, et espérons. Mais moi, j'aimerais mieux que ce soit des exemples beaucoup, même, pourquoi la Turquie, s'il peut y avoir un exemple démocratique où les islamistes fondamentalistes et traditionnistes sont maintenus dans la minorité, pas au pouvoir. Vous êtes un politicien québécois, de plus en plus connu. Comment vous pensez que vous êtes perçu par les nouveaux arrivants, particulièrement ceux qui arrivent de régimes totalitaires, par exemple? Je me rappelle souvent avoir entendu, moins maintenant, parce que les gens m'ont vu, mettons, à l'Assemblée nationale, puis se réalisent peut-être que je ne suis pas nécessairement un politicien traditionnel, mais j'ai déjà entendu beaucoup de gens, surtout parce que dans le cadre de nos pays, ceux qui réussissent à percer, c'est des gens qui ont fait des compromis. C'est des gens qui sont achetés, entre guillemets, qui sont cooptés, ou qui ont accepté d'aller, de fonctionner dans le rang et de ne pas déranger. Donc, surtout les gens qui viennent de régimes autoritaires, on ne conçoit pas qu'on laisse quelqu'un prendre du galon
et prospérer politiquement sans qu'il soit compromis quelque part. Donc oui, dans les propos ou dans les remarques que j'ai déjà entendues, j'ai déjà senti cette méfiance, d'autant plus grande que les gens venaient de pays dominés par, quadrillés par des polices politiques, par des systèmes de répression. L'autre impact de ça, c'est que beaucoup de gens sont réticents à s'engager, à prendre par exemple une carte de membership, parce qu'ils ont peur que ça les entraîne dans les ennuis. Le fait même de laisser son nom, sa trace, ou montrer une allégeance, ça soit porteur d'ennuis. Donc, le poids de l'expérience de la répression des systèmes fait en sorte que ça décourage la participation civique. Les gens ont peur soit d'être compromis, soit d'être pourchassés et de subir des conséquences. Mais petit à petit, avec le temps, j'espère que ces obstacles vont être surmontés, puis que nous, au Québec solidaire, on va surtout être capable de convaincre de plus en plus de nos citoyens que d'abord, c'est dans le genre de parti comme Québec solidaire qu'il y a de la place pour une véritable intégration citoyenne, où on sorte du clientélisme communautariste, par exemple, que pratiquent très bien certains partis qu'on connaît, qui sont très habiles là-dedans. Et ensuite, donc, nous, par exemple, on recherche l'égalité à travers les droits universels, une égalité réelle pour tous. Évidemment, ça peut faire peur parce que le modèle, mettons, républicain français, en principe, le garantissait, mais il n'y avait pas les contre-coups et les garde-fous sociaux pour s'assurer que la liberté, fraternité, égalité, ça se matérialise à tous les échelons de la société. Donc, c'est le genre de choses que nous, on doit s'assurer de pouvoir faire. Je ne sais pas si mon collègue a d'autres questions plus sérieuses. Moi, j'en ai des moins sérieuses. Rapidement. On a 5-10 minutes, si vous le permettez. Qu'est-ce qu'Amir Kadir fait quand il veut se reposer, avoir des loisirs? Je dors. Ça, c'est un bon moyen de se reposer. J'ai toutes sortes de choses. C'est le cinéma, c'est les sorties avec ma famille, c'est la bière avec les copains, comme celui qui vient de m'appeler, de jeunes copains qui sont très branchés, qui en même temps vont me parler de leurs doléances, veulent la révolution demain, se demandent pourquoi c'est pas arrivé hier, fait qu'ils veulent s'assurer que ça arrive demain. Donc bon, c'est ce genre de choses-là. Puis, je les prends au sérieux, sauf que je leur dis c'est quoi mes contraintes. Mes parents ont un chalet, donc dès qu'on a une petite occasion, on se tire avec ma famille ou des amis au chalet. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Théâtre, cinéma, ce genre de choses, comme la plupart des gens. Ou faire la vaisselle, c'est très zen. Je sais pas si... J'aime beaucoup faire la vaisselle. C'est comme un peu la pêche. Pelleter la neige, oui, c'est comme la pêche. C'est une belle analogie. Du moment qu'on l'aborde de la bonne manière, pas comme une corvée. Oui, absolument. Vous êtes dans un univers très féminin à la maison, avec votre épouse, puis vous coiffez. Quel âge ont-elles maintenant? 19 ans, 17 ans et 10 ans. En fait, celle de 17 ans va avoir 18 dans quelques mois. Le bébé a 10 ans, quoi. Oui. Elle ne doit pas aimer qu'on l'appelle le bébé. Elle l'assume bien. Elle en profite quand c'est le temps. Je pense qu'elle doit des questions illico. Voilà, donc on termine avec une série de questions auxquelles vous devrez répondre brièvement. C'est un exercice pas facile parce que ça touche à correct. Très bien. Donc, le Journal de Montréal. Pas touche pour le moment. Oui. C'est tout, pas touche. Pas touche. Okay. Puis c'est pas de la bonne information. Okay. Pas pour le moment, là, c'est pas du vrai journalisme. Là. Alors, si vous me dites Journal de Montréal, je vais dire rue Frontenac, c'est bien mieux. Voilà. Bien noté. Le gaz de schiste. Pas touche encore. Oui. Pas parce que c'est pas bon, mais si c'est si bon que ça va être encore meilleur dans 100 ans, dans 50 ans. OK. L'industrie pharmaceutique. Potentiel incroyable pour le Québec, mais il faut que on en ait à meilleur prix. Donc, si vous me dites industrie pharmaceutique, je vais dire il faut regarder en dessous de la pilule. D'accord? Le revers de la pilule pour qu'on mesure ce que ça nous coûte et ce qu'on pourrait faire pour en consommer moins. Très bien. Le projet du CHU. Le PPP, c'est une perte d'argent. Oui. PPP, c'est 3 fois des pertes d'argent pour le contribuable. Très bien. Les wagons du métro de la STM. La compétition
il faudrait qu'on en bénéficie aussi pour les contribuables. À chaque fois que la compétition peut bénéficier aux contribuables, on la tue. C'est ce qu'on a fait avec la loi spéciale. Or, les mêmes gens qui font ça, depuis des années, nous disent la compétition, c'est très bon. Acceptez de réduire vos impôts et donner des crédits d'impôt aux multinationales parce qu'il faut être compétitif. Moi, je ne comprends pas. Très bien. Le nouveau scandale à l'hôtel de ville. Ben, Monsieur Tremblay, là, je voudrais que vous l'écriviez dans votre journal. Est très décevant. Personne ne le croit plus quand il dit « je ne savais pas ». S'il lui reste un peu de respect pour lui-même, comme d'autres personnes, il devrait peut-être dégager. Non, mais franchement, combien de fois il faut le croire qu'il ne savait pas, là? Mont-Royal. Là? Oui, oui. Ben, c'est du bon patin, du bon ski, pourvu que ça dure, qu'on le préserve de l'assaut des condos. Oui. Oui. Québec solidaire. Québec solidaire, le plus grand défi, c'est qu'on assume le pouvoir. Très bien. Donc, Québec solidaire au pouvoir. Très bien. Et pour finir, M. Amerkadir. J'ai hâte de tirer ma révérence. Déjà? Ben oui. Pour aujourd'hui, quoi. Pas aujourd'hui. Non, pas pour l'entrevue. Non, dans le sens que ce qui serait l'ultime, je dirais, mon ultime vanité, c'est que je puisse passer la main rapidement. Ouais, mais Parce qu'un des écueils de la gauche, c'est qu'on croit que le monde a besoin de nous, puis qu'on est le sauveur, puis rester là longtemps, même avec des meilleures intentions, ça donne les pires résultats. Il faut dégager. Dégage! Ah oui, Amerkadir, dégage! On va dégager. Dégage! Non.